Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison des Héros Anonymes. Bonjour, chers auditeurs. C'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles, que ce soit pour nous confier que les propos d'un ou une de nos héros anonymes vous ont beaucoup touché, que ça vous a donné envie de faire du bénévolat ou encore pour nous suggérer un ou une invitée. Continuez à nous écrire, à nous contacter via les réseaux sociaux ou encore, pourquoi pas, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes de balado-diffusion parce que ça nous aide à faire découvrir l'émission et de nouveaux héros anonymes. Il y a quelques semaines, on vous présentait des travailleurs de rue numériques et aujourd'hui, on discute avec ceux du terrain. Celui des parcs, des bars, des centres commerciaux, des cafés ou encore les jeunes rencontrés au Bunker, qui est le nom d'une unité mobile dans laquelle on vient pour se réchauffer, se confier. Et au fil des conversations, cela permet aux travailleurs de rue de Toxic Action de déceler des comportements à risque comme la toxicomanie ou le jeu pathologique. Une place où se tenir et être accueilli, c'est aussi la mission du Centre Rayon des femmes de Sainte-Thérèse. Tous les jours, on y offre différentes activités comme du tricot, de la mise en forme, de l'écriture ou des causeries sur la santé mentale. Le Centre Rayon des femmes offre aussi de l'aide individuelle pour contrer l'insécurité alimentaire ou aider à redevenir des citoyennes actives. La coordonnatrice clinique Diane Baudouin sera avec nous en deuxième partie pour en discuter. Une courte pause et on reçoit Kira Chouinard-Tremblay de Toxic Action. Prévenir l'émergence de comportements à risque en informant sur la toxicomanie et le jeu pathologique, c'est au cœur de la mission de notre premier organisme invité, Toxic Action, et nous avons le plaisir de recevoir Kira Chouinard-Tremblay pour nous parler de cette belle mission essentielle. Bonjour Kira. Bonjour. Je disais d'entrée de jeu qu'on avait eu des travailleurs numériques, des travailleurs de rue numériques il y a quelques semaines, la Fondation des gardiens virtuels, et que maintenant, on allait vraiment sur le terrain, du terrain finalement avec vous. Peut-être d'entrée de jeu nous dire un peu, un travailleur de rue de terrain, qu'est-ce que ça fait? Ça fait... C'est tellement une zone grise, hein? Je pense qu'il n'y a jamais quelqu'un qui est capable de répondre avec clarté exactement qu'est-ce qu'un travailleur de rue peut faire. Là. On va essayer. C'est un travail rempli de nuances. Donc, un travailleur de rue, dans le nom, ça le dit, c'est d'être présent dans le milieu, accessible, dans le plus de milieux différents possible pour rejoindre les personnes qui vont avoir des fois un petit peu plus de réticence à aller rejoindre, avoir accès à des services traditionnels. Donc, quand je parle des parcs, on parle des bars, on parle des maisons des jeunes pour nos jeunes, on parle des fois des RPA quand on veut rejoindre les personnes aînées. Donc, on essaie de varier les sentiers. On essaie vraiment d'aller cibler aussi les lieux de rassemblement naturel. Donc, des fois, c'est pas un milieu comme tel, mais on sait qu'ils se regroupent à tel coin de rue. On essaie de s'introduire dans leur monde. On essaie vraiment de s'adapter à leur propre mode de vie des personnes qu'on essaie de rencontrer. Puis là, vous dites la vision d'un travailleur de rue, mais tu sais, ma vision de moi, un travailleur de rue, elle est vraiment teintée de ma région on est au nord du lac Saint-Jean. Donc, on est vraiment
plus type travailleur de rue rural. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas la chance de juste sortir de notre local, faire un quartier pour faire notre rue. C'est sûr que nous autres, on a beaucoup plus de déplacements à faire, de milieux un petit peu à cibler. Mais le travail de rue comme tel, l'approche de proximité reste sensiblement la même. Donc, c'est d'être présent, accessible, disponible, connaître les ressources du milieu pour être le plus aidant possible pour faire les accompagnements personnalisés puis les références personnalisées. Donc, est-ce qu'on est dans du travail de rang? Je m'enligne pas sur les termes parce que ça peut facilement bifurquer, là, mais l'appellation travailleur de rue reste encore là, d'actualité, peu importe qu'elle soit faite dans un lieu, le contexte, le lieu. Que ce soit une rue ou en milieu rural. C'est sûr qu'on a des enjeux là, au niveau du transport en commun, au niveau du transport tout court, mais le travail comme tel de se rendre accessible dans des milieux que les autres intervenants ne sont pas, peu importe qu'on soit en milieu rural ou en milieu de ville, c'est les mêmes contextes d'intervention. Et le fait, justement, que vous ayez des distances peut-être plus grandes à couvrir, est-ce que c'est l'un des éléments qui a mené à la création du bunker, votre unité mobile? Oui, on a la chance avec Toxic Action qu'avec chaque adversité, on développe des projets. Une belle mentalité. Oui, on essaie d'être le plus accessible possible. Donc oui, ça a émergé de la chance qu'on a eue d'aller voir nos comparses aussi à l'intérieur du Québec. Donc, c'est sûr qu'on s'est inspiré d'autres boîtes de travail de rue qui, eux, avaient vraiment une unité mobile d'intervention et on l'a adapté à notre réalité. Donc, nous, c'est vraiment un minibus. On se cachera pas que dans certaines municipalités, il n'y avait même pas de bar, pas de dépanneur, pas de maison des jeunes. Donc, on a essayé de créer notre propre milieu de rassemblement. Puis on va se dire qu'un adulte avec un sac à dos la voix, des fois ça passe inaperçu, c'est le but, mais d'autres fois dans des représentations comme les festivals ou des activités où ce qu'on veut être vu et reconnu, notre unité mobile, c'est aussi un bel affichage, puis une belle place justement, ce qu'on peut rejoindre les gens, puis que les gens ils ont eux le lieu où ils peuvent se sentir eux-mêmes, puis avoir toutes les discussions qu'ils veulent, tant que ça reste dans le respect, bien sûr. Bien, c'est ça m'amenait un peu... je m'étais posé la question en regardant un petit peu vos activités sur votre site Internet. Est-ce que ça devenait pas justement dans des milieux ruraux comme une sorte de maison des jeunes mobile? Non. On essaie d'être présent. Les courts moments dans les milieux font en sorte qu'on ne veut pas non plus dédoubler un service ou. Mais justement, s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, on va rester quand même un court moment, tant aussi longtemps que l'objectif, c'est s'il n'y en a pas, puis que l'autobus démontre qu'il y a un besoin dans cette municipalité-là. À ce moment-là, au contraire, on essaierait de sensibiliser la municipalité à peut-être instaurer un nouveau local. Donc, loin de nous le désir de dédoubler un service ou de dénaturer notre travail. On essaie de s'adapter le plus possible à la réalité, mais sans dénaturer notre travail. Donc, on fait des courtes présences dans les milieux, donc on ne pourrait pas passer, mettons, une soirée entière ou une semaine entière dans les milieux où ils n'ont pas de maison des jeunes ou de lieu de rassemblement. Mais ça nous permet, par exemple, d'être à l'écoute de leurs besoins, peut-être justement des petites pistes de solutions pour les municipalités ou pour les places qui sont prêtes à se mobiliser, ou à d'autres places, vraiment juste être justement le premier acteur là, dans leur milieu, à juste venir prendre le temps de savoir comment ça se passe dans ce milieu-là, puis comment ils vont les gens. Puis, vous contribuez d'une certaine manière non pas à faire émerger le besoin, mais à le rendre transparent, à le rendre évident. Et là, vous pourriez être en mesure de faire justement des recommandations qu'il y a ce besoin-là dans la communauté. Et le fait d'avoir ce type de lieu-là, ça peut aider justement différents enjeux de santé publique, j'imagine? Bien, je pense qu'avec toutes les interventions qu'on fait, c'est tantôt le travail de rue, j'ai la misère à le rendre clair et sans nuance parce que c'est un travail de nuance, mais je pense que notre rôle, c'est créer des liens. Puis à partir de ces liens-là, c'est de faire réfléchir les gens, c'est quoi leurs besoins, où est-ce qu'ils veulent aller, tout en respectant le rythme. Donc, quand on remarque qu'il y a des besoins, on essaie d'orienter vers les ressources, puis que ce soit au niveau collectif, justement, peut-être sensibiliser justement des élus à l'ouverture d'un local ou tout ça. Tout autant qu'individuel ou ce que réfléchir sur les conséquences de des choix ou la recherche d'aide à d'autres services. Donc, on essaie d'utiliser cette approche-là dans toutes nos interventions.
Quand on parle de créer des liens de confiance, on s'entend que, à moins, on voyait que les jeunes ont des questions manifestes, mais c'est vraiment d'avoir des conversations peut-être plus générales avec eux pour être sûr que s'ils ont un besoin ou si vous voyez certains comportements, vous allez avoir un peu une certaine permission ou une écoute de leur part? Mm-hmm. Le lien de confiance, c'est vraiment la base du travail de rue, de créer des liens, de se sentir justement à l'aise avec les intervenants, non jugés. Mm-hmm. On n'est pas là pour juger le comportement, au contraire, on est vraiment dans l'ouverture, dans la transparence. Par contre, on est là pour discuter avec eux autres, leur faire voir les deux côtés de la médaille, toutes les nuances que peut apporter les conséquences de leur choix. Et tout, on devient un petit peu gymnaste dans nos interventions, honnêtement, parce que pour intervenir dans l'intérieur du bunker, où il y a multiples discussions, tout devient un petit peu des opportunités à de l'intervention. Les jeunes, ils ont des choses à dire, ils ont envie de parler de certains sujets. Donc, pour une fois, ils ont cette ouverture-là des adultes. Donc, ils peuvent parler de ce qu'ils veulent dans notre autobus. C'est juste que faut que ça reste dans le respect. Mais oui. Contrairement à certaines autres personnes, on se positionne pas en expert, on se positionne pas en nous, on sait quoi faire ou non, tu dois pas faire ça, mais bien, OK, parle-moi de ce choix-là, parle-moi de cette discussion-là. Donc, les jeunes, ils se permettent beaucoup de plus de discussions, à mon avis, parce qu'on a cet accueil-là, puis on n'est pas là pour les reprendre, mais bien plus pour les faire réfléchir, puis ça nous permet, nous, comme je dis, avec notre gymnastique, de créer des opportunités pour discuter de divers sujets, amener notre prévention avec qu'est-ce qui les intéresse vraiment. Donc, on se permet aussi de se coller plus à leur propre réalité. Donc, c'est pas juste, OK, aujourd'hui, on parle de drogue, ou aujourd'hui, on parle de je sais pas quel sujet, du consentement. Non, on se colle vraiment à leur réalité. OK, le vendredi, ils sont préoccupés par, je sais pas, un party qui se passe. Ben là, on peut parler des notions d'indépendance, la loi de l'effet, tout ça. Mais si au contraire, ils nous parlent, dernièrement, ils ont eu des altercations avec des amis, bien on va parler vraiment de relations, d'habileté sociale. Donc, on se colle toujours à leur réalité, on s'adapte beaucoup, puis on gymnaste, comme je dis, au niveau des interventions avec les opportunités qu'ils nous donnent. Donc, vous partez de préoccupations qui sont importantes, évidemment, pour eux, mais dont il y a peut-être des traces potentielles de comportements à risque qui pourraient émerger. C'est sûr que ça, c'est à nous d'être vigilants en tant qu'intervenants. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui nous parle de relations sexuelles, ben on rentre vite avec notre matériel de prévention. T'sais, l'autobus est aménagé aussi en fonction qu'on a un tiroir plein d'ateliers de prévention, des outils pour attirer l'œil, pour créer des discussions, des questionnements. Donc, c'est sûr cette gymnastique-là, on la crée aussi. On essaie de créer le plus d'opportunités pour passer nos contenus, tout sans être un atelier vraiment plus cadré où ce qu'on donne de l'information. On essaie vraiment de coller ça à leur propre réalité, mais c'est sûr qu'on essaie le plus possible de créer ces opportunités-là pour venir parler des sujets qui tiennent à cœur l'organisme. Puis c'est notre raison d'être aussi. Vous avez développé quand même une certaine orientation, certains axes d'intervention, donc davantage autour de la toxicomanie, sexualité, ITSS, jeux pathologiques. C'est plus ça qui est votre champ d'intervention? On est la seule organisme dans notre territoire qui fait la prévention des dépendances, donc c'est sûr qu'on vient, c'est notre champ d'intervention principal, où on est le plus formé, les plus attrayant, plus collé avec les meilleures pratiques. Mais étant donné que le travail de rue, c'est une approche qui est quand même assez très, très globale et très généraliste, on se doit, malgré le fait d'être en contact directement avec les personnes, on se doit un peu d'être au courant de toutes les autres problématiques le plus possible, ou du moins d'être la porte d'entrée à leur questionnement et d'aller chercher les ressources qui sont capables de répondre aux questionnements des jeunes, un peu comme je disais tantôt, si on voit un besoin mais qu'on n'est pas capable d'y répondre, c'est pas notre mission. Par contre, notre travail, c'est de faire la référence personnalisée
de faire la collaboration avec les organismes du milieu, de connaître nos partenaires, de connaître vers qui orienter les gens. Mais c'est sûr que nous, nos sujets principaux avec lesquels on est le plus habitué de créer des opportunités, bien, c'est sûr que c'est la dépendance, la consommation, que ce soit justement des écrans, de jeux de hasard ou d'une substance, et aussi tout ce qui est comportement au niveau de la sexualité, que ce soit les relations interpersonnelles, les relations amoureuses ou, comme on dit, la sexualité avec les ITSS, la contraception. Puis avec votre vision généraliste, vous êtes en mesure justement, là, je vais reprendre votre formule, de créer des liens parce que peut-être c'est un enjeu de nature sexuelle ou de nature conflictuelle dans une relation qui peut emmener quelqu'un à vouloir décompenser en jouant plus ou en utilisant une substance pour gérer son stress. C'est sûr que nous, on est vraiment... c'est sûr qu'à la base de l'organisme, on utilise l'approche de réduction des méfaits. Puis comme j'ai dit tantôt, on se positionne vraiment pas comme les experts de quoi que ce soit. On essaye vraiment d'être le plus possible transparent, à l'écoute, dans l'accueil. Donc, on n'est pas là pour juger le comportement. Puis ça fait une grande différence. Ouais. Tu sais, tantôt, je disais, ils se permettent des discussions avec nous qui, des fois, ils n'ont pas avec d'autres adultes parce qu'on n'est pas là pour les juger. On n'est pas là pour leur dire quoi faire, quoi pas faire. Il y a une panoplie d'autres personnes qui font ça dans leur vie. Puis ils ont l'impression que leurs parents font déjà ça aussi. Oui, le parent, le prof, les nouvelles. Tout le monde fait ça. Puis pour une fois, avec nous, on lui demande, OK, ben qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Comment tu as trouvé ça? Puis déjà, de juste poser cette question-là, souvent ils font le saut. C'est la première personne qui s'intéresse vraiment à mon expérience parce que, puis moi, en arrière de ça, je vais savoir, ben tu vas-tu la reproduire, ton expérience? Qu'est-ce que tu vas changer pour que ça devienne plus positif? Est-ce que tu as des alternatives à la consommation? T'sais? Ça, c'est vraiment notre gymnastique que je disais tantôt, c'est développer des alternatives à la consommation. C'est la base aussi. C'est pas juste parler de dépendance puis de consommation puis de substances, mais quand tu vas pas bien, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes trucs? Avec qui tu jases? C'est vraiment ça aussi qui fait que on devient, oui, les experts au niveau de la dépendance, les notions en soi, mais des liens de confiance qu'on crée nous permet d'aller jouer sur le facteur de protection qui, à long terme, va devenir souvent des outils très, très importants dans la vie de ces gens-là. Kira, je vous entends et je me dis, comme parent, je pense que ce sont des questions ouvertes qui sont inspirantes, peut-être pour garder la conversation avec nos jeunes. Je vous propose de prendre une courte pause et de poursuivre la discussion tout de suite après. De retour au Héros Anonyme, nous sommes en pleine discussion avec Kira Chouinard-Tremblay, coordonnatrice clinique de Toxic Action. Kira, vous avez énoncé une expression que peut-être certains auditeurs voudront mieux comprendre, qui est la réduction des méfaits. De quoi parle-t-on? C'est vraiment notre approche d'intervention, une des approches d'intervention qu'on utilise à l'organisme. Donc, l'approche de réduction des méfaits, c'est vraiment plus, comme je disais tout à l'heure, d'être dans l'ouverture, dans l'accueil. Donc, on ne vient pas juger le comportement comme tel. On vient vraiment regarder avec la personne, qu'est-ce que ce comportement-là peut t'amener de négatif dans ta vie. On l'associe beaucoup à la consommation là, dans les médias. Mais moi, cette approche d'intervention-là, je la vois pas juste au niveau de la consommation. Ah oui, tu choisis de consommer, je vais te donner du matériel stérile avec l'accompagnement. C'est vraiment plus, tu choisis de te chicaner avec ta mère, puis tu as des propos violents, ça t'amène des conséquences, ce choix-là. Puis nous, on regarde ensemble, c'est quoi que les conséquences de ce choix-là t'a amené, puis qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir, t'es-tu à l'aise? Donc, la réduction des méfaits, c'est vraiment une approche d'intervention à la base de toutes nos interventions à Toxic Action. Autant, comme je disais tantôt, en lien avec la dépendance ou la consommation, avec la sexualité, le comportement, c'est j'ai une vie sexuelle, OK, je suis peut-être plus à risque de développer
d'attraper une ITSS ou de développer une grossesse. Donc, qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que je suis à l'aise avec ce choix-là? C'est quoi les conséquences? Est-ce que j'ai accès au dépistage? Donc, c'est vraiment d'être dans l'ouverture et non dans le jugement du comportement, mais de réfléchir à ce comportement-là, puis d'y aller dans toutes les nuances du comportement. Tu sais, tantôt, j'ai frôlé, la personne, si elle consomme, c'est parce qu'elle va chercher quelque chose là-dedans. On va en parler. Et on va essayer de résoudre. Adresser le besoin qui est derrière ça. Okay. Exactement. Et dites-moi, on a parlé de votre essentiel travail de rue. Maintenant, le bunker et tout ça, il y a des ateliers de prévention aussi que vous faites plutôt en milieu secondaire. Oui, on a régionalement, au niveau du Québec, là, il y a eu un changement pour qu'on essaie d'avoir de la prévention universelle similaire pour tout l'ensemble du Québec pour les jeunes là, de 12 à 17 ans. Donc, à Toxic-Action, on a la chance de faire ces ateliers de prévention-là dans les écoles avec les jeunes. C'est environ 2 ateliers. Réalistement, c'est 1 à 2 ateliers par niveau au cours de leur secondaire. Ces ateliers-là, comme je disais tantôt, ça peut être autant pour développer des facteurs de protection, adresser des choses pour qu'il y ait une place pour parler de la consommation, poser les questions à des intervenants formés. Mais c'est aussi pour qu'il y ait la porte d'entrée vers toutes les autres ressources. Donc, nous, on est là, oui, en atelier, mais en plus, le bunker est là sur l'heure du dîner. En plus, les travailleurs de rue sont là dans leur milieu le soir. Donc, c'est pour pouvoir garder aussi toute une continuité afin que les jeunes, s'ils ont des questionnements, ils sachent qu'on existe, ils sachent qu'on a les réponses. Puis quand on n'a pas les réponses, qu'on soit en mesure de les référer vers les bonnes personnes. Donc, c'est ça. Puis les parents d'adolescents là-dedans, est-ce que vous êtes en mesure de les aider, de les outiller aussi? Puis à quel niveau, quand on est déjà dans le problème ou en sensibilisation, comment vous pouvez les aider? On a un groupe qui s'appelle le groupe APAM, c'est l'Association de parents d'adolescents Maria-Chapdelaine. Ce groupe-là est vraiment des ateliers basés sur la communication. Donc, c'est pas des ateliers justement de gestion de crise ou pour résoudre une problématique émergente. On est vraiment là basé sur la communication. Aussi, c'est des prises de conscience pour les parents de se rendre compte que les jeunes, ils passent d'une transition entre le jeune et l'adolescence. Donc, plus de responsabilités, plus d'autonomie, mais ça amène aussi plus de conséquences ou moins d'encadrement. Donc, on fait aussi prendre conscience multitude de réflexions dans ce groupe-là de parents. Puis c'est vraiment merveilleux de voir les parents entre eux autres se poser des questions, rationaliser, voir qu'on n'est pas seul à vivre ces situations-là. Puis comme je disais tantôt, nous, ça nous permet de faire notre gymnastique. Au niveau des créateurs de liens, je ne cacherai pas que c'est notre force, donc essayer de centrer vraiment les interventions. Intéresse-toi à ton jeune, est-ce que tu as pris le temps de discuter, de voir c'est quoi lui, puis c'est quoi qu'il va chercher dans ses comportements-là. Intéresse-toi à sa situation, parce qu'on ne se cachera pas qu'à chaque année, il y a des nouvelles tendances. Donc, des fois, on a beaucoup de parents qui appellent, OK, là, mon jeune a passé beaucoup de temps sur les écrans, il s'inquiète. Il y a eu l'émergence au niveau on a parlé beaucoup dernièrement là, de la wax pen, donc il y avait beaucoup de parents qui étaient préoccupés par ça. De la quoi? Excusez-moi, de la wax pen? De la wax pen, donc la consommation de cannabis par vapoteuse. Donc les parents, justement, il n'y avait pas beaucoup d'informations, ils essayaient d'aller chercher de l'information. Puis ces ateliers-là, on essaie, des fois on fait des ateliers de prévention, de sensibilisation, peut-être plus au niveau collectif, donc pour la population en général. Souvent, c'est justement des mamans ou des personnes de la population qui sont préoccupés par un sujet spécifique. Donc, nous, on essaie d'être un peu les répondants pour ça. On essaie d'aller chercher la bonne information, se regrouper avec les acteurs, des fois, qui ont la bonne information. Et quand c'est possible, on déploie l'atelier pour la population en général pour essayer de répondre à ce besoin-là qui nous est adressé. Des fois, ça vient des parents, des fois, ça vient du réseau scolaire, des fois, ça vient des jeunes. Donc, on essaie d'être le plus collé sur les besoins là, directement vécus dans le milieu. Et dites-moi, Kyra, j'ai vu que vous intervenez aussi auprès des personnes âgées et c'est rare que je vois dans votre type d'organisme là, qu'on s'intéresse aussi à cette clientèle-là. Souvent, on remarque plus qu'il y a une concentration auprès d'une audience cible, un groupe cible. Donc, qu'est-ce qui vous a amené aussi à faire de l'intervention auprès des personnes âgées?
c'est sûr que notre mission depuis 1996, elle a évolué. On s'adapte, comme je disais depuis le début de l'entrevue, à la réalité de notre milieu. En travail de rue, on était amené à voir de plus en plus de personnes là, de 50 ans et plus. Qui vivaient d'énormes vulnérabilités, que ça soit dû à la consommation, que ça soit dû à l'isolement, que ça soit dû à des séparations. Donc, à la fin de l'année, quand on fait notre rapport d'activité, de prendre conscience de tout ça, on s'est dit, OK, on va essayer de faire quelque chose. Donc, le travail de milieu aîné, ça nous a permis d'essayer de varier, d'augmenter la présence dans des milieux où ce qu'on rejoignait déjà des personnes de 50 ans et plus. Donc, c'est un peu la nuance, c'est d'être vraiment plus accessible dans ces milieux-là. Je pense on a une réalité, nous, on a un RPA avec un bar à l'intérieur puis des jeux des appareils de loterie vidéo. Donc, c'est sûr que les présences dans ces milieux-là, on les a augmentées grâce au travail de milieu aîné. Les municipalités où qui sont un petit peu dévitalisées, on essaie d'être le plus présent possible, le plus visible possible, parce que c'est sûr que c'est des personnes, des fois, qui vivent de l'isolement, qui ont besoin d'être connectées à la communauté. Donc, c'est un peu le travail qu'on fait avec le travail de milieu aîné. Donc, par exemple, est-ce qu'on pourrait dire que ça pourrait aller aussi loin que dans un café, vous voyez qu'il y a toujours les mêmes personnes qui prennent leur café seules, qui n'ont pas l'air bien. Est-ce que vous pourriez aller lui parler? C'est exactement le style de gymnastique que j'essaie. Tantôt, créer des opportunités, les saisir. Donc, c'est sûr que nous, notre mission, c'est de faire du repérage dans les milieux. Donc, on fait pas de porte-à-porte pour voir les personnes isolées. Donc, c'est sûr qu'on passe à côté d'une panoplie de personnes. Ça, j'en suis très consciente. Mais d'être dans les milieux, voir justement la personne qui vient prendre sa marche toujours à la même place, c'est sûr que moi, je vais venir me placer près de cette personne-là. Je vais venir m'intéresser au journal qu'il lit. Donc, c'est un peu le genre de gymnastique là, que j'essaie de démontrer que le travail de rue, le travail de milieu fait... Puis que ce soit pour les 12 ans, que ce soit pour les 15 ans, que ce soit pour les 60 ans, développer un lien avec quelqu'un, c'est vraiment la base de notre travail. Puis c'est un peu comme ça qu'on le voit quand on dit on essaie d'être accessible et disponible pour les gens. C'est de démontrer notre intérêt envers ces personnes-là, essayer d'être justement le plus disponible possible par des petites questions, s'installer proche. Donc on a des petits trucs quand même pour créer ces opportunités-là, pour rejoindre ces personnes-là. Puis bon, il y aura encore d'autres volets dont on aura pu discuter. Vous avez un programme qui s'appelle Tapage aussi en pré-employabilité. Oui. Notre bébé, dans le fond, notre bébé qui n'est plus tellement bébé, là, depuis 2020, Tapage est à l'intérieur de l'organisme Toxic-Action, puisque ce que je trouve beau, c'est un peu ce que je disais tantôt, on est allé chercher encore une fois quelque chose qui existait ailleurs et on l'a adapté à notre région. Nous, justement, Tapage, c'est pas juste pour les personnes, les jeunes, donc on l'a vraiment adapté. Nous, au contraire, c'est 18 ans et plus. Pré-employabilité, oui, mais vraiment une approche de réduction des méfaits. On n'est pas là pour être un tremplin nécessairement vers le marché du travail, mais vraiment en réduction des méfaits. Donc, les gens, ils peuvent venir passer des courts moments avec des intervenants sur des plateaux de travail, travailler un peu son paye et cash. Et Kyra, je vous remercie. Je vais inviter nos auditeurs à découvrir l'ensemble de vos services sur votre site Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Pour cette deuxième partie des Héros Anonymes, nous rencontrons une femme qui a tout un vécu. Elle a travaillé pendant 22 ans en milieu carcéral, dont 13 à titre d'intervenante en santé mentale au pénitencier des femmes de Joliette. Et aujourd'hui, elle est coordonnatrice de l'organisme Centre Rayon de Femmes, qui est un organisme sans but lucratif qui a pour but de briser l'isolement des femmes, de contrer l'insécurité alimentaire, la pauvreté et de les aider à redevenir des citoyennes actives. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec nous en studio la coordonnatrice de Centre Rayon des Femmes, Diane Beaudoin. Bonjour, Diane. Bonjour, moi aussi, je suis contente. Oui, bon. On reçoit, tu sais, quand même souvent ce type d'organisme-là qui œuvre auprès des femmes. Ce qu'on a trouvé particulier dans votre cas, c'est la lecture, sans doute, que vous faites sur votre travail de tout ce parcours-là que vous avez vécu en milieu carcéral.
Parce que j'imagine, tu sais, on essaie de prévenir des choses et vous avez vu quand on n'arrive pas à les prévenir, qu'est-ce que ça donne? Comment vous diriez que votre précédent métier a teinté votre travail de maintenant? Les femmes de Joliette, du pénitencier de Joliette, m'ont jamais quittée. J'ai fait toujours dans votre cœur. Une dizaine d'années après Joliette dans un pénitencier pour ma sécurité médium. J'ai vu l'autre versant aussi de ce qui peut se passer dans les relations entre les gens, l'impact que ça a. Mais Joliette, dans le fond, ça m'a toujours, étant donné que j'étais intervenante en santé mentale, et j'étais aussi intervenante de première ligne. Là, je faisais la sécurité. Donc, j'ai pratiquement vécu avec les femmes à Joliette. J'étais très, très proche d'elles parce que j'ai toujours cru que pour connaître quelqu'un, il faut quand même être avec la personne. Et puis, j'ai vu multiples situations qui ont conduit des femmes en incarcération, parfois avec des sentences vie, parfois des enfants qui ont été tués, par des mamans qui aimaient leurs enfants. Et s'il y avait eu une main tendue au bon moment, un filet de sécurité, ça ne serait pas arrivé. Ça ne serait vraiment pas arrivé. Il y a beaucoup de crimes qui se sont produits situationnels. S'il y avait eu, en réinsertion sociale, après, avec les femmes, on avait à chercher des ressources en réinsertion sociale, étaient rares. Au niveau de l'accompagnement des femmes, on ne les trouvait pas. Et personnellement, j'ai fait 22 ans au service correctionnel et j'ai découvert les centres de femmes quand j'ai pris ma retraite. Ah oui? C'est pour ça que je suis au Centre Rayon de femmes, parce que j'ai décidé de faire un bout parce que les femmes de Joliette ne me quittaient pas en pensée. Et puis je me disais, si on peut faire quelque chose au niveau des centres de femmes pour créer ce lieu d'appartenance, c'est un milieu de vie, pour briser l'isolement des femmes, parce que c'est souvent quand les femmes sont seules ou en trop grande détresse, elles ne sont plus capables d'aller chercher de l'aide. Ça fait que là, la situation s'aggrave, puis la capacité de chercher une ressource n'est plus là. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force. Fait que c'est important, une émission comme aujourd'hui, pour faire connaître les centres de femmes. Il y a Centre Rayon de femmes, mais il y en a d'autres centres de femmes au Québec aussi. Mais je vous écoute et je pense que c'est une des rares fois à quel point... Parce que souvent, on investit en prévention, puis on ne sait jamais qu'est-ce qu'on a empêché d'arriver. Puis souvent, c'est difficile de le mesurer, mais vous l'avez vécu pendant 22 ans, puis particulièrement avec les femmes, 13 ans, de voir qu'est-ce qui arrive quand on n'investit pas assez en prévention. Ma première journée s'est faite à Joliette. On m'avait appelé pour aller passer une entrevue. Là, je coordonnais les services de crise de Lanaudière. Il y avait eu 2 suicides dans même pas les premiers 48 heures de l'ouverture du pénitencier de Joliette. Les 2 femmes se sont donné la mort. C'est même pas ces deux incidents qui sont pas liés parce qu'elles ont donné la mort à leur enfant. C'est que là, on s'est rendu compte que, tu sais, les femmes avant étaient toutes incarcérées à Kingston, en Ontario. On n'a jamais mesuré l'impact de l'importance de la famille pour la femme et de ses enfants en incarcération. Une femme qui avait un enfant à Vancouver, qui était incarcérée à Kingston parce que le pénitencier était là, ben, elle ne voyait plus jamais ses enfants. C'est que, la détresse de ça. C'est épouvantable. Fait que même si c'est régional maintenant qu'il y a 5 pénitenciers pour femmes au Canada, c'est quand même... Il y a de la prévention à faire. Puis les centres de femmes, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. C'est difficile, vous le savez, vous en faites la promotion vous-même avec cette merveilleuse émission-là, qu'on est sous-subventionné. Donc, toute la portion qui est de faire de la promo, on peut pas arriver puis faire des émissions de télévision pour faire connaître le centre ou les autres centres de femmes. C'est pas possible, on n'a pas les moyens. C'est ça qui ferait souvent qu'on pourrait tendre la main à une femme avant qu'il se produise un incident. Puis défendre aussi tout ce qui est droit des femmes, droit des femmes. Et, tu sais, on prend de l'expansion, les centres de femmes, là, dans le sens qu'on est plus connus parce qu'on n'a pas d'expansion, mais oui, un peu. Mais on arrive à des 25-30 ans d'existence aujourd'hui. Je connaissais quand même pas ça quand j'ai quitté le service correctionnel. Je ne savais même pas que ça existait.
Est-ce qu'il y a certains enjeux de liens qui sont pas faits dans le système pour... parce que quand, mettons, la femme sort, est-ce qu'on lui réfère ce type d'endroit aussi? Non, c'est méconnu. Tu sais, là, ça fait quand même un bout de temps que je suis plus dans le carcéral. Là, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Même moi, en tant que femme, je ne connaissais pas les centres de femmes. J'ai fait des recherches parce que j'ai accompagné des femmes en réinsertion sociale, même physiquement à l'extérieur. Je ne savais même pas que ça existait. Je savais qu'il y en avait un à Joliette, c'est faux. Je savais qu'il y en avait un à Joliette, mais toutes les femmes ne retournaient pas en société à Joliette. C'est pour ça que je vais parler du Centre Rayon de Femmes, parce que j'aime le Centre Rayon de Femmes. J'ai la chance d'évoluer dans le Centre Rayon de Femmes avec un paquet de femmes extraordinaires, mais il y en a certainement 70 centres de femmes au Québec. Ils sont toutes là, ces centres-là. Ben, c'est un peu pour ça, au Héros Anonymes, qu'on essaie de faire connaître tous ces organismes-là, puis particulièrement en prévention. Moi, c'est un de mes grands dadas. On est capable d'agir en amont et c'est essentiel quand on est rendu face à la problématique. Ça prend des gens pour s'en occuper. Tout juste avant, on parlait de la réduction des méfaits. Donc oui, c'est une approche, mais la prévention, ça me semble ce qui est le plus essentiel pour aller au cœur des choses. Et donc, comment, à travers vos activités, vous réussissez à faire de la prévention? Premièrement, le mot le plus important, c'est l'accueil. C'est l'accueil, c'est ce que je prône depuis très longtemps, avant même mon arrivée au Centre Rayon de Femmes. Si on accueille la personne qui arrive en sachant que passer la porte, c'en est une héroïne anonyme, là, cette femme-là qui a eu le courage de passer la porte. Notre rôle à nous, c'est de l'accueillir pour qu'elle se sente terriblement bien chez elle. Terriblement bien, j'aime ça. Oui, mais c'est ça. C'est ça, il faut qu'elle ressente. Puis toute l'équipe, dont Guylaine qui m'accompagne aujourd'hui, le conseil d'administration qui est composé de 7 femmes bénévoles qui sont dans le centre depuis plusieurs années, qui sont rendues à l'étape de donner au suivant. Tout le monde prône l'accueil. C'est l'accueil, c'est l'accueil. Avec l'accueil, si je me sens bien, si je me sens entourée, si je me sens en chaleur, ça se peut que je m'aille me déposer un petit peu puis que là, je reçoive l'accompagnement que j'ai de besoin puis la référence vers d'autres ressources si besoin. Qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes, quand elles osent justement pousser la porte du centre de femmes? C'est une chose vraiment importante et à changer chez les femmes. On a beaucoup à cheminer là-dessus. La première chose souvent qu'elles vont dire, c'est « je veux pas déranger ». Ah, OK. Mais tu déranges qui? Mais je veux pas être... T'es chez toi ici. T'es vraiment chez toi. C'est le Centre Rayon de Femmes. On a la chance d'être dans une belle maison, d'ailleurs, qu'on a aménagée pour l'amour, l'accueil de la femme, qu'elle se sente bien, pour que tout ce qui s'en dégage comme atmosphère, que ce soit la couleur des murs, tout est basé sur l'accueil. Mais j'ai même pas vu les photos, mais juste en lisant sur vous puis le centre, je sentais le réconfort. Ah, c'est bien. Mission accomplie. Oui, bien déjà, votre voix, on le sent dans votre posture, votre façon d'être, l'accueil. On le sent, fait que j'imagine je mettrais le pied. Là, juste de vous voir, ça me calmerait puis ça me ferait du bien. Mais vous êtes la bienvenue. Donc, elles disent qu'elles ne veulent pas déranger, mais est-ce qu'elle arrive... est-ce que souvent, elle arrive plus par « je me sens seule » ou elle arrive avec un problème concret ou c'est un mélange des deux? C'est un mélange des deux. Souvent, les femmes vont être... chez elles, pas bien, ou dans leur situation, elles ne sont pas bien. Elles vont connaître l'existence de quelques ressources, mais ça prend du courage, justement. C'est pour ça que je trouve que c'est eux autres, les héroïnes, là. Ça prend du courage, passer la porte, mais ils vont arriver avec une multitude de problèmes différents. On assiste, comme vous savez, de plus en plus à des femmes qui vont nous dire « moi, je suis rendue à dormir dans mon auto ».
des femmes qui sont obligées de demeurer avec un conjoint oppresseur parce qu'elles n'ont pas d'autres avenues, parce qu'ils ont peur d'aller trouver un emploi, ce qui va déplaire. Fait qu'ils sont prises un peu avec le contexte financier. On est malheureusement parfois confrontés à des situations sans issue. C'est qu'on invite la femme à profiter du milieu de vie qu'on offre pour passer du temps, pour décompresser. On a un salon zen aussi. On a beaucoup d'accessoires pour se sentir bien. Là. Ça fait qu'on met beaucoup de choses en place. On dit au moins, ça peut pallier. Là. Mais il y a différentes situations. Il y a beaucoup de problématiques de santé mentale de différents niveaux. Certains troubles de personnalité qui viennent ou de comportement qui viennent de l'enfance, qu'on peut faire un peu un accompagnement non jugemental qui permet à la personne de se sentir à l'aise, d'être référée vers d'autres partenaires parce qu'on ne travaille pas seul, on travaille avec tous les partenaires de la région. Le Centre Rayon de Femmes couvre 7 villes. Quand même, on est sur des tables de concertation qui regroupent les autres organismes, que ce soit en violence conjugale, santé mentale, les aînés, jeunesse aussi. On a un beau projet jeunesse. On va parler de ça tout à l'heure. Là, j'ai 14 millions de questions en tête, mais juste premièrement, je vais en poser une qui a de l'air technique, mais qui fait un lien avec ce que vous avez dit sur certaines situations. J'ai remarqué sur votre site Internet, il y a 2 mots, « sortie d'urgence ». Oui. Expliquez-nous. Si une femme est à consulter notre site Internet et que son conjoint est un homme oppresseur et qu'elle veut éviter qu'il voit ce qu'elle est en train de regarder, si elle clique sur « sortie d'urgence », c'est une recette qui va apparaître comme si elle est en train de consulter des livres de recettes. Wow! C'est important, puis j'ose pas vous partir là, sur le documentaire Alpha de cette semaine. Là. Ça serait un sujet. Moi, je vois votre non-verbal. J'aimerais ça. Moi, je suis ouverte à discuter avec eux. Ah oui, absolument. Ben allez-y, qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, pas maintenant. Non, c'est avec eux que j'aimerais parler. Ah, vous aimeriez parler avec eux? Oui. Ben j'imagine que, en tout cas, ça pourrait être un autre sujet, mais il doit y avoir un ressac de ça dans... En tout cas, moi, je crains un certain ressac dans les relations hommes-femmes, puis où ça va nous mener. Puis heureusement qu'on a un tas d'hommes extraordinaires et bienveillants qui sont des alliés. Je les vois pas comme des hommes forts, en tout cas, mais pas du tout. Non, je suis d'accord avec vous. Pas du tout. C'est pour ça que j'aimerais ça avoir un entretien avec eux. Oui, c'est... Non, en effet. Si on le courage. Bien, cette modestie-là et cette humilité-là, je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est là qu'on est fort, quand on est capable de se remettre en question, on est capable de se faire challenger, on est capable d'accueillir, on est capable d'écouter, on est beaucoup plus dans une force que quand on a besoin de mettre le poing sur la table puis de dire c'est par là qu'on s'en va, puis écoute-moi. Juste faire une belle coiffure puis blanchir les dents comme il faut, puis se montrer le torse désherbé avec un petit cocktail à la main. On va profiter de ça, Diane, pour faire une courte pause et on revient tout de suite après pour parler de vos différents services. Retour en studio avec, je vais te dire, la merveilleuse Diane Beaudoin. Aïe, aïe. Vous devriez voir, notre régisseur fait flasher les lumières à l'intérieur du studio. Ben écoutez, vous le dites vous-même, c'est ces femmes-là, les héroïnes anonymes, mais ça en prend une pour les accueillir et vous êtes là. J'ai l'impression que vous avez eu un bon réflexe en offrant une programmation d'activités qui est peut-être une des façons de passer la porte
sans dire... parce que, tu sais, pour dire j'ai une problématique, j'ai des difficultés, mais si c'est, bon, ben moi, je veux m'initier au crochet, à la méditation ou prendre un cours d'autodéfense, ben là, je vais rentrer par une activité. Ça, c'est plus facile. Est-ce que ça se peut qu'il y ait eu une réflexion en ce sens-là? C'est exactement ça ouais, hein. pour nous actuellement. En fait, tu sais, le Centre Rayon de Femmes, il va avoir 30 ans au mois d'août prochain. C'est qu'il y a eu toute la démarche féministe au fil du temps, des ateliers, il y en a eu. Nous, actuellement, on voit les ateliers comme un prétexte, justement, pour permettre aux femmes d'être plus à l'aise de venir au centre. Nos calendriers sont accessibles aussi d'activités là, sur nos réseaux sociaux et notre site Internet. Puis, en même temps, bien, c'est important de faire de l'éducation aussi. Ça fait que nos partenaires viennent au centre et nous donnent des activités, offrent des conférences, que ce soit au niveau du budget, de la santé physique, la santé mentale. On fait de l'éducation féministe aussi. On a des partenaires. Ça fait on travaille avec le CIUS, on travaille avec les CALAC, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CAVAC, la DPJ, la CEF, les systèmes de psychiatrie externe. Mon Dieu, tellement de partenaires. Et on fait partie de regroupements. On ne travaille pas seul. On n'a pas la science infuse. Fait qu'on a besoin d'être alimenté. Fait qu'on on travaille avec le pour le droit mais on est membre pour le droit des femmes du Québec, qui est un mouvement bien important. On est avec le réseau des femmes des Laurentides. On travaille beaucoup avec elles aussi pour s'assurer qu'on est à jour dans où on est rendu avec les femmes. Ça fait qu'on fait... nos activités sont basées là-dessus. La sécurité personnelle aussi, qui est un aspect qu'on va beaucoup couvrir à partir de janvier. La sécurité des femmes a osé s'affirmer. On donne déjà des cours d'autodéfense. Mais autres aspects aussi, on travaille avec des policiers, des policières, des enquêteurs... avec un grand nombre de partenaires. Là. Donc, eux, ils viennent nourrir nous. Puis on travaille avec des contractuels aussi. Travailler les contenus qui sont délivrés à travers les ateliers. Et donc, là, j'imagine, on vient à travers un atelier et après ça, il y a ça suscite, j'imagine, certaines réflexions que là, vous pouvez accompagner par de l'aide individuelle? Oui, mais dans des discussions aussi, comme je vous ai dit tantôt, c'est une maison, hein, c'est comme une maison qu'on veut qu'on se sente chez nous. C'est que les femmes peuvent dîner après un atelier ou avant l'atelier avec nous. Des fois, on a des petits repas qui sont à côté, mais on prône toujours la responsabilisation. Fait qu'on on les invite, les femmes, à venir avec leur lunch. On dîne ensemble, on discute avant, après. Bien, les ateliers sont là, mais on essaie de susciter les femmes à demeurer dans le centre après ou avant pour être capable de discuter de tout ça. Puis, oui, c'est ça. Ça fait qu'on en parle. Tu sais, l'intervention, c'est du soutien psychologique. Puis c'est vraiment pour déterminer vers quelles ressources la femme aurait vraiment besoin d'être référée. Puis de s'assurer aussi qu'on va être capable de suivre après, là, est-ce qu'elle est revenue, lui lâcher un petit coup de fil, comment ça va aujourd'hui. Fait que c'est tout ça, là. Puis j'imagine que c'est dans ces discussions-là informelles, après une activité, en mangeant, que vous voyez peut-être certaines femmes qui auraient besoin de cet accompagnement-là individuel. Donc, vous les approchez pour leur proposer ou... Non, pas. Il y a beaucoup, tu sais, dans le fond, un milieu de vie, là, comme ça, il faut que les femmes, entre elles aussi... Oui, OK. C'est fluide, tout ça, là. Oui, c'est pas ça. Qu'on change on passe pas de l'activité à... Non. Oui, c'est fluide, tout ça. Non, puis, tu sais, je prends un exemple. L'autre midi, il y avait une femme qui exprimait, suite à un atelier sur, je pense, les relations interpersonnelles, qui disait que dans l'atelier, elle s'était pas sentie écoutée. Puis là, la femme, elle disait, « Oui, mais t'as beaucoup parlé. » Elle était là. Fait qu'ils sont intervenus ensemble. Puis elle était intervenue un peu avec la paire qui était là, avec l'autre femme qui était là.
Puis j'observais comment ça se passait entre elles. Puis c'était pas menaçant pour la femme parce que elle avait du respect pour l'autre femme qui avait fait l'atelier avec elle. Puis la femme, elle faisait son commentaire avec respect. Fait que c'était vraiment enrichissant ce qui se passait là. Quand les deux personnes se sont comme séparées, j'ai pu dire à la personne qui a fait l'intervention, mais c'est vraiment bien ce que tu as fait. Puis dire, tu sais, de l'avoir nommé comme ça. Puis, c'est important que le groupe interviennent ensemble. Ouais. Nous, comme Guylaine intervenante, tu sais, va chuter ça un petit peu aussi. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce que telle personne a dit pour que ce soit productif, que ce soit valorisant, puis une autre chose aussi qu'on se dit souvent, il faut toujours penser à donner la petite tape dans le dos. Oui, c'est tellement important, un la petit reconnaissance. pas, qu'on aime tout ça, avoir une tape dans le dos. Okay. Puis vous leur faites prendre conscience aussi, justement, des réflexions qui ont émergé, puis déjà de se rendre compte de ça, c'est une reprise de pouvoir personnel. Exactement. C'est subtil, mais c'est ça. On est souvent dans les subtilités. C'est important aussi. Hein? Et au milieu de tout ça, il y a aussi différents projets qui sont organisés. Oui, il y a beaucoup de projets. On va faire la guignolée bientôt, puis on invite les femmes à se joindre à nous, on va avoir du plaisir. Tout est dans le plaisir. Chocolat chaud et biscuits. Puis on a un grand projet qui s'appelle Uni. Le projet Uni, c'est qu'il y a une intervenante jeunesse avec qui je discutais avant les fêtes. Ça fait déjà un bon bout de temps. Puis qui me disait que dans les maisons de jeunes, il y a des jeunes filles des jeunes gars, mais là, on va parler des jeunes filles, qui passent leur temps dans les maisons de jeunes parce qu'elles ne veulent pas être chez elles. Pour toutes sortes de raisons. Ça fait qu'on s'est dit que ce serait intéressant de suggérer de faire le projet Uni pour créer une plateforme intergénérationnelle entre les filles de 12 ans et les femmes plus vieilles pour qu'on... Ou aussi, que, tu sais, je vous disais tantôt, ça fait 25-30 ans, nous, ça fait 30 ans que le centre existe. On n'est plus à jour, là. Moi, je suis convaincue de ça, là. Comment que ça se passe en société? Comment les filles voient ça aujourd'hui? Comment les femmes voient ça? Puis qu'elles partagent ensemble, qu'elles nous fassent part de ce qu'elles veulent pour l'avenir des femmes. Qu'est-ce que c'est que les féministes aujourd'hui? On veut bâtir là-dessus. Fait que là, on est en train de créer ça actuellement. Puis la table de concertation jeunesse est en faveur de ça. C'est très, très plaisant. Les femmes sont aussi partantes. Ils ont hâte de rencontrer les jeunes. Ça s'en vient, là, pour janvier. Puis, je trouve ça merveilleux. J'ai animé pendant 3 ans une émission qui s'appelait « Au fil du temps » sur les liens intergénérationnels. Alors, je salue cette initiative-là. Puis, je vois vraiment que ça va être bénéfique pour les deux, autant d'actualiser peut-être vos pratiques que de faire prendre conscience aux femmes qu'il y a eu des difficultés qu'on a vécues dans la vie. On s'en est sorti. Donc, il y a des forces là-dedans qu'on peut réactualiser. Et parfois, les jeunes filles, c'est nouveau, là. On vit quelque chose, hein, la première peine d'amour, le premier on n'est pas outillés. Donc, il y a quelque chose que ces femmes-là peuvent transmettre aussi à leur tour. Oui, puis les femmes plus vieilles aussi ont déjà vécu ça, puis peuvent avoir de l'air très fortes aujourd'hui, mais avoir été très démolies à l'époque. Fait qu'on a les deux côtés, là, mais oui, absolument. Donc, ça fait partie, Diane Beaudoin, de vos projets là, pour le Centre Rayon des femmes? Oui. Ça va être notre bébé cette année. Puis, on souhaite aussi continuer, aussi beaucoup pousser, comme je disais tantôt, le volet sécurité personnelle. À plein de niveaux avec les femmes. Là. On a un grand espace qu'on a aménagé, qu'on appelle l'amicale, que les femmes ont nommé l'amicale, dans lequel se donnent les cours d'autodéfense, mise en forme et tout ça. C'est qu'on a de la place pour ça, puis on va beaucoup exploiter ce secteur-là pour la sécurité des femmes. Comment on comprend, là, par exemple, la notion de cours d'autodéfense, mais quand on parle de sécurité personnelle, ça va jusqu'où? Ben, en fait, c'est les policières puis d'autres spécialistes dans le domaine là, qui vont venir apporter de l'eau au moulin là-dedans. Là. Ben, moi, personnellement, je trouve ça bien important pour avoir fait une vingtaine d'années dans les pénitenciers. J'ai été formée sur une base continuelle, puis j'avais l'intérêt aussi, j'ai gardé l'intérêt, puis je me sens sécure aussi dans la rue pour être capable de me défendre. C'est plate d'avoir à dire ça, mais je pense qu'on a encore plus besoin aujourd'hui parce que les gens vont pas super bien. Ça fait qu'il peut y avoir toutes sortes de réactions, puis les femmes doivent être en mesure de faire face, puis ça, c'est de se sentir forte aussi
là-dedans. Là. Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait eu une ex-détenue qui a été réinsérée, qui est venue témoigner? Hein? Pas encore. Pas encore. Mais parce que là, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans lundi que je suis au centre. Puis moi, j'étais à la retraite, comme je vous ai dit. Je pensais pas rester si longtemps, puis je veux rester encore longtemps. Oui, il y a des femmes qui vont venir. Puis je la nommerai pas, mais j'en ai une très, 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 très à cœur, qui est une femme autochtone qui s'est retrouvée en pénitencier à l'âge de 16 ans et condamnée par un juge comme un cas irréparable. Aujourd'hui, elle fait de la réinsertion sociale. Elle est dehors. Elle a un fils. C'est une femme extraordinaire. Elle a étudié à l'université. Elle ne parle pas français. Mais j'adore cette femme-là, puis on a cheminé de part et d'autre ensemble, là, à l'intérieur des murs, puis elle, c'était la dure, puis moi, j'étais la... mais en tout cas, j'ai adoré cette femme-là. Puis je suis fière d'elle, puis il y en a d'autres aussi. Une autre héroïne anonyme. Oui, extraordinaire. Diane Beaudoin, coordonnatrice Centre Rayon des femmes. J'invite nos auditeurs à aller découvrir votre site Internet. Si les femmes de la région de Sainte-Thérèse et des alentours ont envie d'aller prendre un café et de suivre l'un de ces ateliers-là, on leur donne rendez-vous. Et je tiens à remercier, c'est déjà terminé pour les héros anonymes cette semaine. Merci à Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. C'est moi, Chantal Doré, qui vous accompagne au micro. Je serai de retour la semaine prochaine. Et d'ici là, si vous ennuyez de nous, puis vous avez envie de découvrir d'autres héroïnes et héros anonymes, vous avez rendez-vous sur canalem.vuesetvoix.com et sur les plateformes de balado-diffusion. Des belles entretiens, des beaux entretiens comme on a eu aujourd'hui. Il y en a tout plein sur nos réseaux sociaux. Alors, je vous espère à l'écoute la semaine prochaine. On a encore d'autres personnes extraordinaires à vous faire découvrir. À très bientôt.